Bonjour à tous et bienvenue sur Déclic Numérique. Dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va voir comment préparer une photo pour l'impression, mais aussi de voir quel support choisir en fonction de la photo que l'on veut imprimer. C'est parti! Alors pour être clair, cette vidéo est réalisée en partenariat avec Salle Digital qui m'a permis de réaliser 3 impressions de manière à pouvoir les comparer et vous en faire un retour. Et également de pouvoir vous fournir un lien qui va vous permettre de réclamer un code de réduction de 20 € à l'achat d'un minimum de 40 €. Vous retrouvez le lien dans la description. Donc si vous avez des photos imprimées, n'hésitez pas à passer par ce lien, vous réclamez le bon, vous recevez votre code de réduction et après vous faites votre commande avec ce code. Et en contrepartie, je fais une vidéo qui explique comment préparer vos photos pour l'impression et également je compare les 3 impressions que j'ai fait réaliser sur base de cette photo-ci. Donc en fait j'ai choisi 3 types de supports. Le premier c'est de l'Aludibond, le deuxième c'est de l'acrylique et le troisième c'est du papier Fine Art Barita contre-collé sur du Dibond. L'idée derrière ce test, c'est simplement de voir au final comment on peut essayer de choisir le meilleur support en fonction de la photo que l'on veut imprimer. Alors la photo que j'ai choisie est un petit peu particulière, comme vous pouvez le voir, c'est pas une photo qui reprend toutes les gammes de couleurs possibles, mais j'ai choisi cette photo-là parce que je pense qu'elle est particulièrement compliquée à imprimer pour 2 raisons. La première, c'est qu'il y a des couleurs très saturées et également des couleurs très douces par endroits. Il y a également beaucoup de contraste à certains endroits et beaucoup moins en d'autres. Et malgré ça, il y a également pas mal de détails, de fins détails qui doivent être imprimés. Et donc je pense que cette photo était un bon moyen de voir comment comparer 3 types de supports et de voir le rendu que ça donne dessus. Mais avant de passer au comparatif des différentes impressions, on va maintenant voir comment on va pouvoir traiter nos photos pour les préparer pour l'impression à la fois dans Lightroom et dans Photoshop. On y va! Alors pour préparer la photo pour l'impression, il y a plusieurs choses qu'il faut régler. La première chose, c'est s'assurer que la colorimétrie de la photo est bonne. Et pour ça, il n'y a pas de truc magique à faire. Il faut déjà de préférence avoir un écran qui est calibré pour vous assurer que les couleurs seront bonnes à la sortie. Alors quand je dis les couleurs, je parle bien des tonalités de couleurs. Je ne parle pas forcément du côté sombre ou clair, ça c'est un autre problème. Mais au moins que vos photos soient correctement exposées et que les couleurs soient telles que vous le vouliez et que donc un magenta ne ressort pas rouge ou qu'un jaune ne ressort pas vert par exemple. Donc ça, moi ici je suis sur un écran calibré, donc de ce côté là je ne m'inquiète vraiment pas. Par contre, ce qui peut être problématique, c'est de savoir comment le support d'impression va réagir en fonction des hautes, des basses lumières, des contrastes et de la saturation. Et ça, on ne sait pas le deviner. Du coup, pour ça, on va pouvoir utiliser une technique qui s'appelle le soft proofing, qui consiste en fait simplement à charger dans le logiciel un profil colorimétrique qui va en quelque sorte simuler le rendu du papier. Alors plutôt simuler les limites du papier que le rendu lui-même, mais ça va permettre de vérifier par exemple que l'on n'a pas de zone trop foncée, trop claire, trop saturée, etc. Alors déjà le problème c'est que pour ça il faut avoir les profils colorimétriques et ici chez Salle Digital ils vous proposent en fait ça sur leur site. Donc je mettrai le lien dans la description, vous avez une page qui reprend tous les profils ICC des différents supports. Donc si vous voulez faire du soft proofing sur votre photo avec Salle Digital, vous devez d'abord vous rendre là. Si maintenant vous le faites avec un autre imprimeur et que vous avez la possibilité de récupérer les profils ICC, n'hésitez pas à le faire et à ce moment-là ça vous permettra, je vous montrerai comment, les charger dans le logiciel pour pouvoir à ce moment-là vérifier que votre photo sera correctement imprimée. Donc ici simplement vous avez toutes les listes de profils. Donc moi je me suis intéressé principalement au Fine Art Barita, à l'Aludibond et au verre acrylique qui sont là. Je les ai déjà mis sur le PC. Si vous voulez savoir comment les installer, vous avez sur la page ici la partie installation Photoshop et vous avez la page qui vous indique également comment les installer sous Lightroom. Le plus simple en fait c'est de suivre le tuto étape par étape. Je vais pas le faire parce que je vais exactement faire la même chose qu'il y a sur la page là. Si je le fais là, vous allez simplement devoir faire 50 pauses dans la vidéo, ça n'a aucun intérêt. Donc simplement, vous commencez par télécharger le profil ICC qui vous intéresse. Donc par exemple ici, moi je vais dire que je n'avais pas encore pris le verre acrylique. Je clique dessus et vous voyez, j'ai un téléchargement qui est fait. Ensuite, vous utilisez la procédure qui est indiquée dans les autres pages pour l'installer. Et vous tenez également bien à l'œil les informations qui sont ici. Les informations qui sont dans ces différentes colonnes sont les paramètres qu'il faut indiquer au logiciel pour savoir comment interpréter ce profil colorimétrique. Je vais plutôt partir sur le Fine Art Barita pour vous montrer comment faire. Donc je l'ai déjà téléchargé, il est installé. Vous voyez qu'ici en fait il faut ignorer les numéros RVB, il faut mettre un mode de rendu en colorimétrie relative et il faut activer la compensation du point noir et désactiver la simulation du papier.
Ces paramètres pour l'instant ne veulent rien dire, mais on va voir comment les utiliser dans Lightroom. Donc je passe maintenant dans Lightroom ici, et là la première chose à faire c'est de passer dans le module de développement. Donc dans le module de développement, vous avez à ce moment-là la case épreuvage écran qui s'affiche. Ça c'est le soft proofing. Vous pouvez l'activer aussi en appuyant sur la touche S. Et là vous voyez que c'est coché, et vous voyez également maintenant qu'il y a un nouveau panneau qui apparaît. Alors ici je vais simplement mettre un autre truc qui n'a rien à voir pour l'instant. On regarde tout ça après. L'idée ici en fait ça va être de dire quel est le profil colorimétrique à appliquer pour vérifier votre photo. Donc ici je vais commencer par choisir le profil. Donc si vous l'avez installé, au moment où vous allez le chercher ici, vous allez le trouver. Donc par exemple ici j'ai Salle Digital Fine Art Barita. S'il n'est pas dedans, vous pouvez toujours cliquer sur autre et aller le chercher dans la liste qui apparaît. Donc ici moi je prends simplement le Fine Art Barita. Et là, je vais devoir maintenant paramétrer exactement ce que je dis sur le site. Donc, si je reprends ce qu'il y a sur le site, je dois le mettre en colorimétrie relative. Donc ici, je suis bien en relatif. Faites attention, ça a un grand impact sur la manière dont le profil est utilisé. Ensuite, au niveau de Lightroom, en fait, ce sont les seuls paramètres qu'on a. Et donc ça, c'est le problème, je trouve, avec Lightroom, c'est qu'on ne sait pas tout faire au niveau des réglages comme on devrait, on n'a qu'une simulation partielle. Alors si vous regardez maintenant ce que ça change, donc par exemple ici quand j'active ou désactive, regardez l'histogramme à droite, vous voyez que l'histogramme change, mais à l'impression ça veut dire qu'il y aura une différence. Et donc l'idée c'est d'aller en fait compenser ça au niveau des réglages de la photo pour la préparer pour l'impression. Donc la première chose que je vais faire ici, moi, c'est cocher cette case ici, qui va simplement dire si j'ai quelque chose qui dépasse les possibilités de l'impression. Cette case sert simplement à vous mettre une alerte pour vous dire quand est-ce que vous dépassez ce que l'impression est capable de fournir. Et donc si vous, à un moment où vous avez des couleurs qui sont trop saturées, trop claires ou trop foncées, elles vont simplement être affichées sous forme d'une alerte, un petit peu comme le niveau d'écrêtage. Donc ça, moi je le coche pour m'assurer que je ne fais pas de conneries de ce côté-là. Ensuite, je vais regarder quand même un peu mon histogramme ici et l'interpréter. Et je vois que globalement, au niveau des zones sombres, j'ai pas grand-chose. Donc ce que je vais faire en fait, c'est un petit peu en fait réduire ici, de manière à regagner un petit peu de contraste. Je vais un tout petit peu réduire. Vous voyez que du coup, je touche un petit peu. Alors dès que j'ai fait un réglage, Lightroom va me proposer de créer une copie d'épreuvage. La copie d'épreuvage, en fait, c'est une copie virtuelle dans Lightroom qui contient les modifications pour l'impression. L'avantage, c'est que du coup, vous avez automatiquement une version de votre photo qui est destinée à l'impression. Donc je fais copie d'épreuve. Donc je pense que niveau contraste, colorimétrie, là je suis bon, j'ai pas de souci. L'autre problème, c'est de voir à quelle taille je veux l'imprimer et qu'est-ce que je dois rajouter éventuellement comme netteté. Et là, l'idéal, ce serait de voir la photo à taille réelle et de pouvoir en tenir compte au niveau de l'impression. Alors dans Lightroom, c'est pas possible. Je vous montrerai comment faire dans Photoshop par contre. Mais l'idée, c'est d'essayer de s'en rapprocher. Et donc ici, moi, je veux imprimer sur du 20 par 30. Et donc, grosso modo, c'est la taille d'un A4. Donc j'ai regardé un petit peu au niveau de l'écran. Ce que vous voyez là, globalement, pour moi, à l'écran, ça ressemble vaguement à un A4. Donc je suis dans les bonnes proportions. Ça veut dire que c'est la taille à laquelle la photo sera visible pour moi en réalité. Et donc, je ne vais pas essayer d'aller zoomer à 100% pour voir ce qu'il y a dedans. En fait, ce que je vais faire, c'est maintenant la traiter en regardant cette image à la taille à laquelle elle est censée être réellement. Et donc, je vais jouer notamment, par exemple, sur les détails et sur la clarté pour un petit peu améliorer. Ici, simplement, ce que je vais faire, c'est déjà commencer à augmenter un tout petit peu la clarté. Et je vais un petit peu faire ressortir les détails. Alors, notez que ici, même si on conseille généralement avec la netteté de zoomer à 100%, je ne vais surtout pas le faire. Simplement parce que si je zoome à 100%, je ne vois plus la photo telle qu'elle va être imprimée. Donc ici, je vais un petit peu augmenter la netteté et je vais voir si en jouant avec le rayon aussi, je ne fais pas des détails un peu plus grossiers, mais qui dans ce cas-ci m'arrangeraient. Donc voilà, je corrige un petit peu ici la netteté et c'est à peu près tout. Maintenant, la seule chose qui me reste à faire, c'est simplement d'exporter ma photo de manière à pouvoir l'envoyer à l'impression. Alors, tout va dépendre de votre imprimeur. Moi, ici, dans ce cas-ci, c'est par rapport à Salle Digital. Donc, je vais respecter ce qui est demandé par leur logiciel. Donc, je vais faire un clic droit sur la photo. Je vais faire exporter. Et là, je vais définir les paramètres. Je le fais manuellement. Je n'ai pas créé de profil spécifique pour ça. Au niveau des paramètres de fichier, si vous utilisez Salle Digital et leur logiciel d'impression, à ce moment-là, vous devez le mettre en JPEG, en SRVB et mettez la qualité à 100%. Surtout, n'augmentez pas le niveau de compression en JPEG. Laissez-le à 100% de qualité parce que plus vous allez augmenter la compression, moins la photo sera qualitative à la sortie et votre impression sera d'autant meilleure si vous avez le fichier le plus qualitatif possible.
Pour le redimensionnement, ça va dépendre un petit peu des philosophies. Moi, pour le coup, dans Lightroom, je ne ferai pas de redimensionnement. Pourquoi? Parce que j'ai regardé la photo telle qu'elle devrait être plus ou moins à la bonne taille et j'ai fait mes réglages par rapport à ce que j'ai vu à l'écran et ce qui ressemble à la taille que j'aurai en réalité. Du coup, j'ai pas besoin de la redimensionner puisque j'ai fait mon traitement en fonction. Et après, la seule chose que j'ai à faire, c'est faire exporter. Et à ce moment-là, j'ai maintenant sur mon bureau ici, ma photo qui est traitée. Je peux regarder, j'ai bien des détails qui sont présents, on n'a pas de problème, tout fonctionne très bien. Donc je vais repartir simplement de la photo d'origine, ici, pour vous montrer dans Photoshop comment faire. Voilà, on a maintenant la photo qui est ouverte dans Photoshop. Et le problème en fait est exactement le même que dans Lightroom, c'est qu'on va voir comment faire du soft proofing et donc comment appliquer le profil ICC. Alors dans Photoshop, pour gérer le soft proofing, il faut aller dans le menu affichage, format d'épreuve, et si vous ne l'avez pas déjà créé, vous faites personnaliser. Ça va vous permettre de créer des profils d'épreuvage que vous allez pouvoir rappeler après. Une fois que vous êtes là, normalement vous êtes en personnalisé. Vous allez pouvoir choisir le périphérique de simulation. Donc ça, c'est le profil ICC que vous avez été chercher sur le site de Salle Digitale ou ailleurs. Et vous le sélectionnez à ce moment-là ici. Moi, par exemple, je vais vous montrer avec le verre acrylique. Je sélectionne Acryglass ici. Et là, je vais devoir, dans les options en dessous, en fait, simplement indiquer les informations qu'il y a sur le site de Salle Digitale. Donc je retourne sur le site de Salle Digitale. Et je vais voir que pour l'acrylique, je dois être en mode perceptif. Je dois activer la compensation du point noir et c'est tout. Donc je reviens ici, je mets donc en mode perception, en compensation du point noir et les deux autres, je les laisse tels quels. Je fais OK et là en fait l'affichage a déjà changé, on s'en rend pas compte, mais si maintenant j'active ou désactive, si je fais CTRL Y, c'est le raccourci, vous voyez que là c'est avec l'Acryglass et là c'est sans Acryglass. Vous voyez que avec la simulation, on a une photo qui est un petit peu plus fade. Alors faites attention quand même, c'est qu'en utilisant les profils ICC pour faire du soft proofing, ça vous donne une idée des différences qu'il y aura à l'impression, mais ça ne vous garantit pas que vous aurez la même chose qu'à l'écran. Donc ici, les profils ICC vous permettent de vous donner des informations sur comment corriger votre photo, mais il n'y a rien à faire, vous aurez des différences. Ici, moi, la photo dans l'ensemble, je pense que je n'aurai pas de souci avec, sauf que je vois déjà que je perds du contraste et de la saturation au moment où j'active le profil. Donc, pour résoudre ce problème-là, ce que je vais faire, c'est compenser ça avec des réglages. Mais avant ça, ce que je vais faire, c'est simplement ici, activer une option dans le menu affichage, couleur non imprimable. Ici, vous voyez la partie en grise qui s'est affichée au moment où je l'ai fait. Ça veut dire que c'est des profils que l'imprimante de sortie ne sait pas faire. Et ça, c'est dû à quoi? C'est dû au fait que la plage dynamique par exemple, de l'acrylique est moins importante que celle de l'écran. Et donc je vais déjà également devoir modifier mon fichier pour faire en sorte que ces zones grises disparaissent. Alors au niveau des retouches, je vais commencer simplement déjà avec les courbes à essayer d'assombrir un petit peu ma photo. C'est-à-dire que je vais essayer de réduire le haute lumière. Pour ça, je vais simplement prendre le haut de la courbe ici, je vais le réduire. Et regardez, vous voyez, en pas grand chose, là j'ai réduit simplement la luminosité principalement dans les hautes lumières, ça a très peu d'impact sur le reste de la photo, c'est surtout les hautes lumières qui ont été réduites et vous voyez du coup que cette zone grise a disparu, ça veut dire que maintenant toute ma photo est imprimable. Maintenant je vais m'attacher un petit peu au contraste parce que si je fais toujours maintenant le CTRL Y, je perds toujours beaucoup de contraste quand je le fais. Alors pour ajouter du contraste, je vais simplement assombrir un petit peu ici. Et je vais un petit peu relever là, je vais faire attention de ne pas avoir des zones qui deviennent non imprimables. Là, je pense que je suis à un bon niveau. Donc voilà pour mes couleurs et pour la luminosité. Maintenant, je dois encore préparer ma photo d'un point de vue détail. Alors là, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir voir sa photo telle qu'elle serait à la taille réelle. C'est-à-dire que dans Photoshop, vous pouvez lui demander, moyennant un clic droit et de faire taille d'impression, de voir votre photo à taille d'impression. Ceci dit, à l'heure actuelle, Photoshop ne fait pas du bon boulot pour deux raisons. Parce que de 1, mon fichier n'a pas la bonne taille, et de 2, il ne sait pas quelle est la résolution de mon écran. Pour que Photoshop puisse afficher la photo à taille normale à l'écran, c'est-à-dire taille réelle, vous devez d'abord lui dire quelle est la définition de votre écran et quelle est sa capacité d'affichage en nombre de pixels par pouce. Si vous ne le savez pas, à ce moment-là, le plus simple, c'est d'aller par le lien que je vais vous mettre dans la description de la vidéo, qui est le site EasyTretina, et à ce moment-là, là, vous donnez les informations et vous le calculez. Pour les besoins de la vidéo, je suis ici en 1920 par 1080 sur du 27 pouces. Et donc, ça veut dire que je suis à 81,59 ppi. C'est cette valeur-là qui est très importante à avoir.
Alors, du coup, ici, maintenant, dans Photoshop, je retourne dedans. Je vais aller dans Édition, Préférences, et je vais aller chercher les unités. Voilà. Et là, vous avez la valeur ici, qui va vous permettre de définir comment l'écran va afficher les données, et à quelle dimension il va l'afficher. Donc, sur le site, j'avais ici 81,59, donc je mets 81,59, et je fais OK. Si maintenant je fais un clic droit taille d'impression, vous avez plus ou moins la même chose qui se produit. Pourquoi? Parce que ma photo est toujours à taille maximale. Donc la première chose que je vais faire, c'est commencer à mettre l'image au bon format. Donc je clique sur l'outil de recadrage, je fais du 30 cm par 20 cm ou 3 par 2, ça revient au même. Je regarde que tout est bon, qu'il n'a rien englobé qu'il ne fallait pas, et je valide. L'étape suivante, ça va être de la redimensionner. Donc je vais faire taille d'image. Et là, maintenant ici, il me dit qu'en 240 pixels par pouce, je peux faire du 77 par 51. Moi, je vais déjà lui demander de faire du 300 pixels par pouce, simplement pour avoir une qualité maximum. Et je vais le mettre ici en 30 par 20. Attention, cette modification est destructrice, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez redimensionné, le retour en arrière, à part avec un CTRL Z, n'est plus possible. Donc on fait OK. Et on a maintenant notre fichier qui a été redimensionné, qui a été rapetissé. Avec la touche Z pour aller dans le zoom, et je fais un clic droit et je fais taille d'impression. J'ai maintenant ma photo qui est affichée à l'écran telle qu'elle sera en réalité. Pourquoi j'ai fait ça comme ça? Parce que simplement ça va permettre ici de corriger la photo de manière à ce que les détails qui m'intéressent ressortent à la taille réelle de la photo. La première chose, c'est que je vais commencer simplement par créer un master de tout ça. Donc je vais appuyer sur CTRL, SHIFT, ALT et E. Ce qui va fusionner en fait les deux calques, qui va me créer un nouveau calque avec ça. Et ensuite je vais aller dans Filtre, Renforcement et Accentuation. Et ça ressemble très fort en fait aux paramètres que l'on va trouver dans Lightroom. C'est-à-dire qu'ici, on va pouvoir à ce moment-là jouer sur le paramètre de gain, de rayon et de seuil. Donc c'est vraiment exactement les mêmes 3 sliders que dans Lightroom. Vous pouvez enlever et remettre l'aperçu. Ce qui est intéressant, c'est pas de regarder vraiment là, mais de regarder ce que vous avez à ce moment-là à l'écran. Parce que c'est ça qui est important, c'est la perception de l'image à la bonne taille. Et donc ici, on peut éventuellement un petit peu réduire les tailles pour éviter d'avoir des détails trop grossiers. Plus vous allez loin dans ce slider, plus les détails seront grossiers. On va quand même pas mettre trop non plus. Le seuil vous donne à partir de quel moment vous allez avoir du détail qui va apparaître. Donc par exemple, si vous voulez éviter du détail dans des zones où il n'y en a pas trop, à ce moment-là, il suffit d'augmenter le seuil. Bien sûr, plus votre seuil est élevé, moins il y aura de détails. Donc ici, j'essaie simplement de trouver un moment où on a du détail ici, mais on n'a pas de perturbation en fait dans les zones où il n'y a pas besoin de détail. Là, on a quelque chose qui est quand même très marqué. Ça m'a l'air pas mal du tout. Et je vais peut-être un petit peu réduire quand même ici le gain, pour pas que ce soit trop dégueulasse non plus. Je fais OK. Donc à taille d'impression, maintenant j'ai le rendu qui m'intéresse. Il me reste plus qu'à exporter ma photo. Donc je vais aller dans Fichier, Exporter, Exporter sous. Alors c'est pas la seule manière d'exporter une photo, mais c'est celle que je préfère. Je vais à ce moment-là lui dire de le sauvegarder en JPEG. Je vais laisser les redimensionnements tels qu'ils sont, puisque j'ai déjà redimensionné. Alors très important, cocher la case incorporer le profil colorimétrique, parce que s'il n'y a pas de profil colorimétrique qui est dans la photo, l'imprimeur ne saura pas, du moins le logiciel de l'imprimeur ne sait pas comment interpréter les couleurs de votre photo, et ça va totalement foirer les résultats. Donc ici, mettez bien convertir en SRVB si c'est nécessaire, dans ce cas-ci ça l'est, et incorporer le profil colorimétrique. Ensuite je fais tout exporter. Je vais le mettre sur mon bureau, voilà, enregistrer. Ma photo est maintenant en fait simplement exportée sur mon bureau. Et il me reste plus qu'à maintenant l'envoyer pour impression. Pour le test d'impression, j'ai simplement réalisé 3 fois ces différentes étapes, avec chaque fois le profil ICC qui correspond au support d'impression que j'avais choisi. Et à ce moment-là, j'ai envoyé tout ça à l'impression via le logiciel de salle digitale, et j'ai reçu les impressions, et maintenant je vais vous faire mon retour sur ces photos. Alors venons-en maintenant au comparatif des 3 impressions que j'ai fait réaliser. Donc le principe que je vous ai expliqué là pour le traitement des photos, je l'ai réalisé 3 fois, une fois par type de support, en utilisant chaque fois le profil ICC propre à chacun des supports. J'ai fait les traitements dans Photoshop pour la bonne et simple raison que tous les supports ne vont pas pouvoir être utilisés en soft proofing dans Lightroom. Lightroom ne supporte malheureusement pas
les profils ICC en CMJN, et donc par exemple l'acrylique et le Dibond ont des profils CMJN, et donc à ce moment-là, seul Photoshop a pu me permettre de faire la préparation. Donc j'ai employé cette méthode-là. Je l'ai fait 3 fois, j'ai produit 3 fichiers qui étaient donc différents, légèrement différents, que j'ai donc envoyé à l'impression, et j'ai eu les résultats. On va commencer par celui que je connaissais le moins bien, qui est donc l'acrylique. Donc on a ici en fait l'impression qui est sur un verre acrylique. Alors le verre acrylique, c'est simplement une matière synthétique transparente qui simule le verre, et l'impression en fait est directement faite au dos. Ce qui fait qu'en fait vous voyez l'image à travers l'épaisseur du verre acrylique. Alors comme vous pouvez le voir ici sur la photo, les couleurs sont impeccables, ça je dois dire, enfin je sais pas si au niveau de la vidéo ce sera parfaitement visible, mais ce que je peux vous dire c'est que les 3 impressions, les couleurs étaient vraiment impeccables telles que je le voulais. Je parle bien de la colorimétrie. Ensuite, le type de support acrylique va donner apparemment globalement des rendus assez contrastés. On a des zones très claires, on a des zones très foncées, on a des couleurs qui sont très saturées. On a également un truc qui me plaît un tout petit peu moins en fait sur ce type de support là, mais ça c'est un problème simplement d'utilisation de la photo. Je pense que si je tourne la photo comme ça, vous devriez voir qu'il y a des reflets qui se créent. Forcément on est sur une surface un peu de type vitré, et donc je pense que ce type de photo là ne va pas pouvoir être utilisé n'importe où, puisque si vous la mettez face à une source lumineuse, vous aurez un gros reflet dedans. Ça n'empêche que je trouve que l'acrylique donne en fait une espèce de profondeur à la photo que l'on ne retrouve pas forcément ailleurs. Le fait que cette photo soit en fait derrière le verre donne une impression de profondeur que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi la saturation des couleurs, j'aime beaucoup le rendu des nuances dans les zones assez sombres. Par contre, le point faible à mon sens pour ce type de support, en tout cas pour ce type d'impression, c'est les hautes lumières. Les hautes lumières ici, même si elles sont bien imprimées, je peux le voir d'ailleurs quand j'incline un petit peu la photo comme ceci, je vois qu'il y a des nuances dans les très hautes lumières, mais ces nuances sont nettement moins présentes. Donc si je devais réimprimer cette photo-là, maintenant que j'ai une expérience sur ce type de support, à mon avis, je baisserais les hautes lumières un petit peu plus, même si du coup à l'écran ça me paraîtrait un petit peu sombre, apparemment au rendu sur le support ce serait tout à fait correct. Sinon pour la qualité, j'ai vraiment rien à redire, les détails sont super présents, les contrastes sont très bons, il y a pas mal de beaux détails dedans. Je perçois un petit grain en fait dans certaines zones, donc ça c'est pas un grain qui est dû au support puisqu'on est sur un support totalement lisse, donc ça veut dire qu'au niveau de l'impression on a un petit grain qui apparaît. Si je regarde la photo à je veux dire 30-40 cm, je le perçois à peine, mais si je colle mon nez dessus, là je vais commencer à avoir du grain. Maintenant ici ce sont des impressions en 20 par 30, donc il faut compter quand même de regarder ces photos là à peu près à longueur de bras, et dans ce cas là je ne vois strictement rien au niveau de ces détails là, ils ne sont pas du tout dérangeants. La seule chose que moi je n'aime pas trop au niveau ici, c'est le rendu des hautes lumières qui est fort contrasté par rapport à, c'est-à-dire que je trouve qu'il y a une espèce de palier au moment où on arrive dans les hautes lumières qui fait vraiment très clair par rapport au reste, même si à la base dans le fichier il y avait vraiment toute la gradation. Ça n'empêche que le rendu est assez sympa. Autre avantage de ce support là, c'est que comme on est sur une surface acrylique, on peut tout à fait, si on a des traces de doigts comme je viens de faire ici, on peut tout à fait le frotter, il n'y a aucun problème, on risque pas d'abîmer l'impression puisque l'impression se trouve au dos. Alors on passe maintenant à la deuxième impression. La deuxième impression, ça c'est un type de support que je connaissais déjà, notamment chez Salle Digital, qui est l'alu Dibond. Donc l'alu Dibond, c'est un support particulier puisqu'en fait on a 2 feuilles d'aluminium qui sont collées en sandwich sur une épaisseur de matière plastique. Et ici, dans ce cas-ci, l'impression est faite directement sur l'aluminium. Alors l'avantage de ce système, c'est que c'est ultra résistant. Ce que j'aime dans le Dibond, c'est le côté un petit peu granuleux de la surface. Quand on touche, d'ailleurs, vous devriez l'entendre, c'est pas super agréable à entendre, mais en tout cas on entend un frottement, on entend le grain de la surface. Maintenant côté rendu, alors ce que je peux vous dire ici, c'est que d'après ce que je vois sur la photo par rapport à l'autre impression, au niveau des détails, l'alu Dibond rend extrêmement bien. C'est-à-dire que je trouve vraiment que l'impression sur Dibond, et c'est pas la première fois que j'en utilise, on retrouve vraiment tous les micro détails, il n'y a aucun problème pour ça, le rendu détail est vraiment super. Par contre, globalement, et ça je peux vous le montrer côte à côte, le Dibond est nettement moins contrasté. Ici, pourtant, j'ai travaillé avec des profils qui simulaient les profils d'ICC en softproofing pour avoir le truc le plus correct possible, d'avoir le rendu le plus similaire possible des deux côtés. Mais vous pouvez voir clairement, si je le montre comme ceci, vous voyez clairement qu'il y a une différence de contraste entre les deux. Les couleurs sont beaucoup plus saturées et beaucoup plus contrastées au niveau de l'acrylique qu'au niveau du Dibond.
Par contre, le Dibond a l'avantage d'être beaucoup moins sensible aux reflets. Et ça, c'est agréable, c'est-à-dire qu'on peut le regarder dans toutes les directions, on va avoir très peu de variations. Ici, globalement, je suis éclairé par la fenêtre et par une softbox qui est là, donc il y a assez de lumière pour le faire. Sachez que aussi bien l'acrylique que le Dibond, quand vous les éclairez pas, la photo paraît très très sombre. Il faut vraiment qu'il y ait de l'éclairage sur la photo pour que c'est un rendu, et c'est normal, puisque tout simplement, comparé à ce qu'on voit sur un écran, l'image est rétroéclairée. Donc c'est-à-dire que vous avez de la lumière qui vous vient directement à la figure. Ici pas, le papier si vous ne l'éclairez pas, ou le support si vous ne l'éclairez pas, il y aura strictement rien qui va être visible. Donc vous avez vraiment besoin d'une lumière qui vient éclairer la surface pour en profiter au maximum. Donc moi je vous conseillerais que si vous exposez des photos chez vous ou ailleurs, de toujours avoir un éclairage qui vient baigner un petit peu la surface et de manière assez forte d'ailleurs pour le détacher. C'est quand vous éclairez ces surfaces-là que vous allez vraiment voir tous les contrastes apparaître. Donc sinon pour la Dibond, mais le rendu est quand même très bon. Il y a également du grain, un petit peu comme pour l'acrylique, mais ici le grain est partiellement dû, je pense, à l'impression, parce que c'est du grain qui est un petit peu différent selon les tons de couleur, mais il y a aussi un grain qui est dû à la surface en elle-même. Alors honnêtement, c'est vraiment pas dérangeant. Quand on regarde de nouveau à bout de bras, on est de nouveau sur du 20/30 au niveau de l'impression. À bout de bras, on le perçoit un peu plus que sur l'acrylique, mais ça donne un petit peu une texture particulière. C'est un petit peu comme quand on regarde du grain argentique ou quelque chose comme ça, on le voit, mais c'est pas dérangeant pour autant. Ce sont pas des pixels de couleur. Pour moi, ça ne me dérange vraiment pas. Je savais que ça allait être présent et ça ne me dérange pas plus que ça. Ce qui me dérange moi au niveau du Dibond ici, c'est que comparé à l'acrylique, et on verra après par rapport à l'autre photo aussi, c'est que les contrastes et les saturations de couleurs sont nettement moins présents. Donc c'est bon à savoir aussi que vous avez des photos nettement moins saturées à impression égale sur du Dibond que sur de l'acrylique ou que sur l'autre support aussi. Mais par contre c'est là où les détails sont le plus rendus. Je pense que si vous avez une photo avec des couleurs relativement sobres en termes de saturation, mais beaucoup de détails, le Dibond peut vraiment donner un excellent rendu. Et en plus de ça, c'est un support qui est très durable. Il résiste très bien au temps, à l'humidité, aux UV, etc. On passe maintenant à la dernière impression, qui est sans aucun doute ma préférée. Alors ici c'est particulier, c'est une impression fine art, donc une impression haute qualité qui est faite sur un papier texturé de 300 grammes par mètre carré. C'est du papier Barita, donc c'est un papier classique pour l'impression de tirage d'art, qui est lui cette fois-ci collé sur du Dibond pour une question de rigidité. Sinon forcément vous auriez simplement un papier volant. Ici l'avantage c'est qu'il est collé sur un support. Ça n'a aucun impact sur le rendu de la photo, c'est juste une question de pratique, ça a un coût, mais ça rend quand même le tirage beaucoup plus résistant et beaucoup plus pratique à manipuler ou à accrocher. Il faut savoir aussi que, a priori, je dirais que ce tirage a été verni également, c'est souvent le cas au niveau des impressions de tirage d'art. C'est que les impressions jet d'encre qui sont faites sur les papiers sont ensuite vernies, ce qui en fait renforce un petit peu les contrastes dans les couleurs, la saturation, mais fait perdre un petit peu de détails dans le rendu. Qu'est-ce que je peux vous dire au niveau de cette impression-là? C'est sans aucun doute celle que je préfère. En fait, on retrouve au niveau du tirage fine art les mêmes saturations que l'on a au niveau de l'acrylique. Si je les mets vraiment côte à côte, et c'est l'avantage parce que c'est une photo que j'ai composée avec en miroir, vous voyez qu'on a vraiment exactement les mêmes rendus de couleurs des deux côtés, reflets en moins bien entendu côté papier, mais on a vraiment une très belle saturation des couleurs, on a un très beau contraste, et par contre si vous regardez dans les parties des hautes lumières au-dessus du bâtiment au milieu, on a beaucoup plus de détails au niveau de l'impression fine art qu'au niveau de l'acrylique. Ça veut dire qu'en fait simplement l'impression au niveau papier ici a une plage dynamique plus grande et on retrouve beaucoup plus de détails dans les hautes lumières. Ici quand je regarde vraiment attentivement, je vois dans les hautes lumières tous les détails qu'on a dans les nuages que je ne voyais pas ni au niveau de l'acrylique ni au niveau du Dibond, qui sont un petit peu faibles de ce côté-là. Côté couleur et colorimétrie, comme je l'ai dit, les trois tirages sont très bons. La saturation ici, elle est juste excellente. C'est vraiment comme ça que je voulais ma photo. Je retrouve le même niveau de saturation que au niveau de l'acrylique, mais ici avec beaucoup plus de nuances dans les hautes lumières.
et aussi toujours des détails qui sont très présents. Alors c'est peut-être le tirage qui est le moins détaillé, c'est-à-dire qu'il y a 2-3 endroits ici dans les antennes au-dessus du bâtiment où il y a un petit peu moins de détails. Honnêtement, c'est pas dérangeant du tout, c'est vraiment en comparant qu'on le voit, et je pense que c'est dû au traitement qui est fait après sur le film qui altère un petit peu la netteté. Mais en contrepartie, on a des contrastes bien plus présents et des nuances beaucoup plus présentes aussi. Les nuances qu'on a dans les vitraux ici au niveau des bâtiments sont beaucoup plus présentes. Les reflets ici en dessous sont beaucoup plus nuancés aussi. On a de très belles gradations dans les couleurs et donc c'est clairement le tirage que je préfère pour cette photo. Alors pour conclure sur ces 3 tirages, en fait je pense que ces supports, il n'y en a pas forcément un qui est meilleur que l'autre, mais ils ne vont pas s'adapter aux mêmes photos. Globalement, je pense que le tirage d'art, c'est vraiment le type de support sur lequel vous pouvez faire tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que la plage dynamique est excellente, les contrastes sont bons, on a un bon niveau de détail, et donc vous allez pouvoir imprimer tout type de photos dessus, mais c'est pas forcément celui qui est le plus adapté à toutes les utilisations. C'est sans doute le support qui est le plus fragile, puisque le papier est exposé, même s'il est verni, vous avez une goutte d'eau dessus, votre tirage est grosso modo foutu. Par contre, le Dibond et l'acrylique, eux, sont très résistants. Au niveau du Dibond, je pense que ce qui marche très bien sur ce type de support, c'est les photos pour lesquelles vous avez beaucoup de micro-détails. Là où vous avez des micro-textures, par exemple, ou des micro-reflets qui pourraient très bien donner là-dessus, parce que justement, le côté un petit peu texturé de l'aluminium peut donner un avantage pour faire des rendus de texture très fines. L'acrylique, honnêtement, moi je l'utiliserai pas, c'est pas celui que j'utiliserai en premier, mais je pense que si vous avez une photo avec des couleurs qui sont pas trop claires, mais très saturées par contre, je veux dire plutôt des tons moyens très saturés, vous pouvez avoir un rendu qui serait vraiment excellent. Parce que finalement, dans les basses lumières, dans les tons moyens, je trouve qu'ils donnent très bien. C'est uniquement dans les hautes lumières que là on perd, je trouve, un peu de nuance. Et donc, si vous avez une photo où vous n'avez pas, par exemple, un ciel quasiment cramé ou à la limite d'être cramé, et que vous avez plutôt une scène où les couleurs sont dans les tons médians et dans les tons sombres, mais avec des couleurs très saturées, l'acrylique peut très bien fonctionner. Les 3 supports fonctionnent très bien pour les détails, donc ça, pas de souci. Donc pour conclure cette comparaison, je dirais que ce qui me correspond le plus à moi, c'est le tirage Fine Art. C'est là où on a le meilleur compromis, je trouve, entre le niveau de détail, les contrastes, la saturation, le rendu, la plage dynamique, c'est vraiment excellent. Le Dibond, je l'aime beaucoup pour le côté un petit peu métallique, un petit peu texturé du support, mais par contre on voit qu'il y a moins de contraste dedans. J'ai déjà fait des tirages noir et blanc sur Dibond, ça donne particulièrement bien aussi. Et l'acrylique, moi je vous le conseillerais pour des photos qui sont très saturées mais pas trop claires. C'est-à-dire que vous avez principalement des tons sombres, des tons moyens, des tons clairs mais pas trop clairs, mais avec des couleurs très riches. Et à ce moment-là, je pense que c'est vraiment le type de support qui peut très bien fonctionner. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions sur la manière de préparer vos photos ou des remarques, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous avez des questions également sur le tirage et sur ce que je pense des différents tirages que j'ai réalisés là, n'hésitez pas non plus à le faire dans les commentaires. N'oubliez pas non plus d'aller voir dans la description de la vidéo pour suivre le lien vers le site de Salle Digital qui vous permet de réclamer un bon de 20 € sur un achat de minimum 40 €. Vous y gagnez 20 €, moi j'y gagne strictement rien, c'est simplement le deal avec Salle Digital, je faisais la vidéo. Et en contrepartie, j'avais un lien qui vous permet d'avoir une réduction que je peux fournir à ma communauté. Donc je remercie encore Salle Digital pour ça. Quoi qu'il en soit, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, likez-la, commentez-la, partagez-la. N'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook de Déclic Numérique, il y a le groupe Facebook de Déclic Numérique, il y a le compte Twitter de Déclic Numérique et mon compte Instagram. Vous retrouvez les liens de tout ça à la fois dans la description de la vidéo, mais aussi dans la barrière de la chaîne. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Déclic Numérique.